Bonjour, donc je m'appelle Benoît Coquille et je suis maître de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens en littérature latino-américaine. Oui, alors je suis l'auteur d'une thèse qui s'appelle Étrangeté et étrangèreté dans l'œuvre de Sergio Tcheïfek, que j'ai soutenue en décembre 2017 à l'université de Paris-Est-Créteil et qui était dirigée par Graciela Villanueva, à l'UPEC, à Créteil. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu as eu un parcours, tout ce qu'il y a de classique pour un hispaniste français avec une licence, un master 1, un master 2? Ou est-ce que tu fais partie des gens qui ont eu des à côté un peu différents? Oui, moi je pense on peut dire que j'ai un parcours plutôt classique, licence master, qui m'a mené au doctorat. J'ai fait une licence, une troisième année de licence. En fait, j'ai fait 2 ans de prépa lettres, à Brest puis à Rennes, et puis je suis rentré en licence 3 à l'ENS et à Lyon 2, en espagnol. Heu, et puis cette licence a été suivie d'une année de master, une première année de master que j'ai faite à Buenos Aires, à la UBA. Voilà, et puis ensuite un M2 à l'ENS à Lyon à nouveau, et puis ensuite je me suis inscrit en doctorat, après tout de même quelques mois passés en Argentine, un peu à la recherche d'un sujet de thèse pour essayer de multiplier les lectures, les pistes d'idées de thèse. Donc c'est plutôt parcours typique, on va dire. Bon, alors, Voilà. mais malgré tout, puisque tu as eu besoin de quelques mois pour trouver ton sujet de thèse, ça veut dire que il n'avait pas été la continuité directe, peut-être pas de ton M1 et ton M2. Donc, est-ce que tu peux nous dire sur quoi portaient les mémoires de master? Oui, effectivement, c'était continuité indirecte, on va dire, puisque j'avais travaillé depuis le master 1 en littérature argentine. Très vite, je me suis intéressé à cette ère culturelle, à cette littérature-là, plutôt littérature contemporaine, enfin en tout cas fin 20e, début 21e, puisque pour mon mémoire de master 1 que j'ai fait depuis l'Argentine, je m'étais intéressé à un roman qui s'appelle El desierto y su semilla de Jorge Barambisa, qui est un ouvrage un peu atypique d'un auteur qui a écrit très très peu de choses hormis ce livre-là, qui réinvestit un peu son passé familial et puis toute une histoire de l'Argentine à travers sa propre petite histoire intime. Un roman assez atypique que j'avais découvert grâce à mes cours à la UBA. C'était par une prof géniale, de Marcela Croce de l'université de Buenos Aires, que j'avais eu accès à ce livre-là, à partir d'un cours sur le grotesco criollo, qui est un genre théâtral argentin qui avait beaucoup à voir avec ce roman-là. Donc j'ai travaillé là-dessus en master 1, et puis ensuite j'ai continué en littérature argentine à peu près de la même époque, en travaillant sur Piglia, qui est pour le coup un auteur beaucoup plus travaillé, plus reconnu aussi académiquement. Mais j'avais décidé de travailler sur un de ses livres qu'on juge souvent plus hermétique ou plus satellitaire, on va dire, qui s'appelle La Ciudad Ausente, qui est bien connu, hein, malgré tout, mais qui n'est pas le plus connu de tous ses livres. Et là, j'avais travaillé non plus sur le grotesque, qui était donc mon sujet mon angle d'attaque pour Jorge Barambisa. J'avais travaillé pour Piglia sur la représentation de l'espace géographique, en gros, espace géographique et espace intertextuel dans la Ciudad Ausente. Voilà, donc vraiment, j'ai creusé un peu le sillon de la littérature argentine contemporaine, et puis j'avais décidé de continuer en tout cas dans ce domaine-là pour ma thèse. Mais effectivement, j'avais pas d'idée d'auteur en tête précis. Je m'étais demandé si j'allais continuer sur Piglia, qui m'avait beaucoup plu et intéressé. Malgré tout, Piglia était déjà très très étudié, il y avait beaucoup de choses sur lui, donc s'est posé très vite la question de voilà, où est ma place dans une telle bibliographie critique? Est-ce que ça a un sens de faire une étude de plus sur Piglia? Bon, il se trouve que Piglia publiait pas mal de choses nouvelles à l'époque, mais je crois qu'elles n'étaient pas encore toutes parues. Donc il n'y avait pas vraiment lieu, à mon sens, de continuer sur lui. Il y avait déjà eu de nombreuses thèses brillantes sur lui. Donc
il y avait un problème de sens là, à ce niveau-là. Balambissa, ben, pour le coup, il n'y avait pas vraiment d'autre corpus que le roman que j'avais déjà étudié. Donc je me suis posé plein de questions pour le choix de mon sujet de thèse. Mon mémoire de Master 2 avait été dirigé par Michel Lafon, qui est décédé depuis, qui travaillait à l'université de Grenoble, et qui était très enthousiaste pour mon inscription en thèse, qui m'a encouragé à continuer, et qui, lui, m'avait un peu aiguillé. Enfin, c'est-à-dire que je me posais des questions vraiment euh, très vastes sur le sujet de thèse possible. Je suis même parti peut-être sur une étude du milieu de l'édition indépendante en Argentine, qui est toujours en pleine effervescence, mais qui l'était beaucoup à cette époque-là aussi. Ah, voilà, je me suis demandé, est-ce que je fais une thèse plus entre ce qui serait de la sociologie littéraire, ou est-ce que je reste dans une thèse vraiment purement poétique, textuelle? Et puis donc Michel Lafon m'a encouragé plutôt à faire vraiment une thèse vraiment purement littéraire, on va dire, en tant que textualiste, lui, et c'était un peu son créneau. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Michel Lafon m'a dit repartez en Argentine, allez un peu sur le terrain, allez dans les librairies, dans les maisons d'édition si vous avez envie d'explorer un peu tout ça. Donc, il m'a encouragé vraiment à aller sur le terrain, même si c'était pour faire une thèse un peu hors sol, entre guillemets, hein, qui serait uniquement dans les livres après, mais il y avait quand même cette idée d'aller explorer sur place une littérature en train de se faire, une littérature très, très actuelle. Et donc, il m'a donné toute une liste de contacts, en fait, d'auteurs et d'éditeurs qui connaissaient très bien, que j'ai contactés par mail, et puis je suis parti les rencontrer sur place. Donc, ça a donné un joyeux jeu de pistes. Beaucoup de rendez-vous dans les cafés, avec des auteurs, des éditeurs, des gens charmants et très intéressants qui m'ont eux-mêmes renvoyé à d'autres contacts. Enfin, j'ai fait toute une espèce ouais, de jeu de pistes dans Buenos Aires comme ça, à travers les auteurs et les éditeurs. Donc c'était passionnant. Et en même temps, je pense que ça a un peu achevé de multiplier encore plus les pistes. Bon, je suis revenu avec beaucoup de choses, et puis quand même, je me suis aperçu que j'avais envie de travailler enfin, j'ai eu l'idée de travailler sur une génération littéraire qui était la génération d'écrivains qui ont commencé à écrire dans les années 80, donc en post-dictature. Euh, et là, c'est dessiné un peu une espèce de trame. Enfin, en tout cas, je me suis dit que cette génération littéraire-là était intéressante à étudier. Donc des auteurs comme Sergio Biggio, Daniel Gebel, Martin Cohen, etc., dont j'ai lu quelques ouvrages sur place, et puis quand je suis revenu en France. C'était une génération qui m'intéressait puisque ils écrivaient après toute la période des années 70, et tout ce qu'on connaît de cette période-là en Argentine, donc l'engagement politique exacerbé, la littérature mise au service aussi de cet engagement politique-là, et puis ensuite la répression, la littérature encore une fois mise au service du témoignage, cette fois-ci de la répression, des disparitions forcées, etc. Donc une très grosse littérature de témoignage euh, à la première personne, etc. Et donc toute cette génération-là qui s'est un peu structurée autour d'une revue qui s'appelait Babel, qui est née à la fin des années 80, a pris un peu le contre-pied de cette littérature très testimoniale, très politique, très engagée, euh, pour voilà, faire à peu près tout autre chose, enfin tout le contraire, une littérature plutôt expérimentale, ludique, qui part dans tous les sens, qui va puiser dans de l'exotisme. Voilà, donc ils étaient très influencés par César Aira, qui écrivait déjà à l'époque, qui a été une sorte pas de mentor, mais en tout cas de figure aimée par eux. Donc une littérature du jeu aussi, enfin JEU, hein, littérature ludique. Voilà, donc je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose à creuser. Et donc c'est de retour en France, en fait, que je suis tombé sur Cheyfek, qui a
fait partie, mais de façon un peu périphérique de cette génération-là, euh, qui a développé une littérature assez, effectivement, assez expérimentale, qu'on dirait à première vue comme ça hermétique, qui moi, me semble quand même euh, accessible selon la façon dont on l'étudie, mais il en a fait partie, il s'en est un peu éloigné ensuite. Donc j'ai découvert cet auteur-là et qui, même vis-à-vis de cette génération-là, avait un point de vue un peu distancié. C'est-à-dire que lui essayait de trouver, à mon sens, un point médian, intermédiaire entre une littérature très démarrée du politique, de l'histoire, qui serait donc à gros traits le slogan un peu des Babélicos, des auteurs de la revue Babel. Donc entre ça et puis quelque chose de plus qui reprend malgré tout l'histoire argentine, l'histoire familiale. Euh, donc son positionnement pour le coup me semblait intéressant, plus nuancé peut-être que ne l'avaient été les, les écrivains vraiment du noyau dur de Babel, euh, qui avait par ailleurs publié un manifeste qui s'appelait le Manifeste Shanghai, qui était vraiment un manifeste pour une littérature qui ne soit pas une représentation de l'histoire argentine, de la politique, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez radical. Certains en sont revenus depuis, on dit que c'était excessif comme positionnement, etc. Mais en tout cas, à l'époque, déjà, Chaïfek c'était un peu avait signé ce manifeste-là, mais petit à petit, au fil de son œuvre, s'en était un peu éloigné. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous décrire ton corpus? C'est-à-dire nous dire, voilà, il y avait tant de romans et tu as parlé beaucoup de la question de la mémoire collective, la mémoire familiale, le cheminement vers soi-même, les disparus et tout ça. Est-ce que tu peux plus précisément en parler de ces textes? Oui, alors moi j'avais choisi vraiment de faire un travail monographique sur Chaïfek, hein, un travail qui n'existait pas vraiment à l'époque. C'est aussi ça qui m'avait motivé à le faire. Il y avait quand même une multiplicité de travaux critiques sur lui, mais qui étaient très morcelés. Euh, C'était des articles, en fait, c'était à l'échelle d'articles, ou alors des thèses, mais qui étudiaient Chaïfek en parallèle d'autres auteurs. C'était plutôt des thèses de comparé. Donc, à mon sens, il manquait une espèce de travail qui synthétise un peu toute son œuvre et qui en décèle un peu l'unité. Donc, mon corpus, j'avais vraiment décidé d'intégrer tous ces textes publiés à l'époque, puisqu'il a continué ensuite à publier, mais ça, on pourra en reparler peut-être, le fait de travailler sur un auteur dont la carrière littéraire n'est pas achevée. Euh, donc, ça consistait, numériquement parlant, en une quinzaine, je pense, de textes de tailles diverses et de genres divers aussi, majoritairement des romans, c'est surtout un romancier, mais aussi des recueils de nouvelles. Si je ne me trompe pas, il y avait un recueil de nouvelles à l'époque, ou deux, quelques livres de poésie aussi, et puis et pas mal d'essais. Il est aussi essayiste. Donc il a un peu exploré tous les genres, et puis moi j'avais décidé d'explorer son œuvre vraiment à travers cette multiplicité générique-là. Alors Sergio Chaifek, pour le présenter dans les grandes lignes, c'est un auteur qui, donc, comme je l'ai dit, commence à écrire dans les années 80, euh, avec un premier roman qui s'appelle Lenta Biografia, euh, qui, pour le coup, se distancie pas mal en fait des postulats de cette génération à laquelle on l'a souvent rattaché, génération Babel, puisque c'est une exploration du passé familial. Donc vraiment, il retombe sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre du témoignage, des choses qu'on a déjà beaucoup vues en Argentine à l'époque et quelques années auparavant. Mais lui, il choisit d'en faire, mais j'en parlerai peut-être après, quelque chose de formellement très étrange, un objet formel étrange. Mais en tout cas, il explore dans ce premier roman-là la mémoire de son père, puisque Chaïfek a pour spécificité dans le champ littéraire argentin d'être fils d'immigrés. Il est fils d'immigrés juifs polonais, donc son père a fui la Pologne dans les années 20-30, si ma mémoire est bonne.
au moment des pogroms, et donc toute sa famille a émigré en Argentine, comme beaucoup d'autres, hein, il est loin d'être le seul dans ce cas-là. Mais il n'y a pas tant que ça d'auteurs, en fait, contemporains en tout cas, qui évoquent cela. Et donc dans l'Enta Biografia, il parle de son père qui lui exprime à son fils le désir d'écrire son autobiographie, d'écrire sa propre histoire, son exil, etc., mais qui n'arrive pas à le faire, puisque son père n'est pas lettré, il ne sait pas par où commencer, etc. Et donc le roman commence comme ça, Sergio, le fils, dit c'est moi qui vais m'en charger, je vais essayer de raconter l'histoire de mon père. Donc ça pourrait commencer comme quelque chose de très biographique, très conventionnel, et puis en fait ça ne le devient pas du tout, parce que tout le livre est un questionnement sur la capacité à interroger le passé, alors que son père ne veut pas raconter en fait ce qui s'est passé. Il y a un vrai traumatisme de l'exil et puis de la Shoah pour ceux de la famille qui sont restés là-bas. Donc c'est une exploration des capacités de la mémoire, des incapacités de la mémoire plutôt, qui donne un texte très étrange à première vue, enfin même à deuxième vue, qui est entrecoupé en permanence de guiones, de traits d'union qui entrecoupent en permanence le texte, où le narrateur passe son temps à raconte au présent, mais passe son temps entre crochets, enfin entre-tirés, à remettre les verbes au passé. Donc mi padre es, entre-tiré era, des choses comme ça en permanence. Donc c'est une lecture très entrecoupée, très heurtée, qui mimétise un peu ce ressassement de la mémoire, cette difficulté à aller puiser dans le passé, etc. Donc voilà, il commence en littérature, Čejfek, avec un objet un peu un ovni, ovni mémoriel, enfin une exploration de la mémoire de son père immigré, qui est comme beaucoup d'autres Argentins de sa génération, mais il en fait un produit littéraire assez bizarre. Et ensuite, il poursuit un peu cette exploration autour du thème de la disparition, quelques années plus tard, avec un de ses romans majeurs, à mon sens, qui s'appelle Los Planetas, euh, qui pour le coup prend vraiment plus le parti de la fiction. Il y a des personnages nommés, etc., voilà, des personnages, mais qui s'inspirent malgré tout, on le sait après, de sa propre vie. Euh, et donc, dans Los Planetas, il est question à la fois de la disparition des ancêtres juifs avec la Shoah, mais aussi de la disparition forcée de son ami, hein, qui est simplement nommé par la lettre M. Donc, il lie cette fois-ci le thème de la disparition des Juifs à celui de la disparition des opposants politiques pendant la dictature. Et puis tout ça matiné d'apparitions fantastiques, donc encore une fois un objet romanesque étrange, avec plusieurs catégories génériques dedans, puisqu'il y a des doubles, il y a des fantômes, il y a euh, des personnages qui ont le même nom, des boucles narratives, enfin, disons que formellement c'est compliqué. Et puis sur le plan du genre, ça se rapproche à la fois du récit témoignage, du récit réaliste, puisque ça raconte quand même une enfance à Buenos Aires, et puis du fantastique, puisque vraiment il y a des espèces de spectres, des doubles, des choses comme ça, des objets magiques. Bon, on a bien compris que toi, tu aimes entre ce que tu as fait en M1, en M2 et en thèse, tu aimes les objets littéraires bizarres. Tu aimes Oui. avoir des défis formels à relever. Mais alors, et du coup, tu vas voir la question que je vais te poser maintenant, et je suppose tu vas me dire, mais évidemment, la littérature argentine. Pourquoi la littérature argentine au départ? Parce que tu as dit, ça s'est imposé comme une évidence, ou c'était à peu près tes termes de travailler sur la littérature argentine, mais en réalité, quel a été le déclic? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un livre sur lequel tu es tombé par hasard? Comment ça t'est venu? Ça m'est venu grâce à une enseignante, en fait, ma prof d'espagnol de prépa d'Hippocagne, qui nous a fait lire Borges et Cortázar, hein, basiquement, enfin, les grands classiques du XXe en Argentine. Je pense que c'était de la bibliothèque de Babel, et puis Cronopios y Famas de Cortázar, des extraits de ça. Ce qui m'a un peu scotché à l'époque. Je me rappelle avoir été un peu fasciné par cet univers fantastique, mais qui allait plus loin que le genre fantastique tel qu'on le connaît du 19e français. Donc ça m'intriguait beaucoup.
J'ai continué à lire un peu ces deux auteurs-là et puis d'autres. Donc ça s'est fait sur des conseils et des lectures et des profs qui m'ont un peu aiguillé là, dans cette direction-là. Après, en L3, je me souviens aussi que j'avais Marianne Duran comme prof à Lyon 2, qui m'a aussi fait lire des choses. Enfin, il y a eu une espèce de tropisme comme ça vers l'Argentine, dont la littérature m'attirait, je pense, déjà pour cette espèce de côté un peu atypique, formellement et sur le fond aussi. Donc une attraction, une attirance pour le fantastique, rioplatense, et puis pour les bizarreries littéraires qu'ont pu faire les Argentins à partir du XXe siècle. Voilà. D'accord. Je vais t'appeler Monsieur Bizarre maintenant. Alors, attends, je voudrais, pour finir un peu sur le contenu de ta thèse, si tu devais résumer en quelques phrases ce que tu as voulu démontrer dans ce travail, tu le ferais comment? Je dirais que j'ai essayé de montrer en quoi donc mon binôme conceptuel, là, mon espèce de double terme conceptuel, étrangeté et étrangèreté, en quoi ces deux notions-là sont vraiment un axe structurant pour lire l'œuvre de Čejfek. Vraiment, ça me semble éclairer un peu tout, en tout cas une bonne partie des enjeux de son œuvre. Donc étrangeté, étrangèreté, en fait le terme d'étrangèreté, il s'est imposé de façon un peu intuitive au début, puisque en lisant les œuvres les unes après les autres, en y revenant, en les recoupant, il y avait vraiment ce thème récurrent d'une désappartenance des personnages ou des narrateurs, des figures d'auteurs, une appartenance problématique au monde. Donc le thème de l'étranger, géographique, mais aussi identitaire, hein, le thème de l'errance, le thème de l'arrachement, de l'identité floue, etc. Donc ça revenait en permanence. Donc ça m'est venu un peu au fil de mes lectures de Čejfek. Donc l'idée de désappartenance qui se joue à plusieurs niveaux, des appartenances sociales, géographiques, altérité à soi, hein, des choses encore une fois, qu'on trouve dans le fantastique, mais qui étaient développées d'une autre façon ici. Et puis la conjonction de étrangèreté et étrangeté, elle s'est imposée aussi pour suggérer que chez Čejfek, le devenir étranger du sujet se faisait en même temps qu'un devenir étrange du monde. Il y avait une espèce d'étrangement du monde qui allait avec la désappartenance des sujets. Donc il me semblait qu'il fallait aborder l'idée de désappartenance du sujet en regard de celle du devenir étrange du monde, hein, qui donnait lieu à des motifs qui appartiennent communément au genre fantastique, hein, dont j'ai parlé, le thème du spectre, du double identitaire, du simulacre, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment une espèce de binôme conceptuel à tenir là pour étudier un peu tous les enjeux de l'œuvre de Čejfek. Et il a quelle réception aujourd'hui, Čejfek, j'allais dire en Espagne, en Argentine? Eh bien, il a une réception assez discrète en fait depuis le début, puisque bah, ça tient non seulement au côté un peu atypique de ces textes qui sont difficiles à classer, et puis au fait qu'il ne vit plus en Argentine depuis très longtemps en fait. Dans les années 90, il s'exile lui-même, hein, il rejoue un peu l'exil paternel pour d'autres raisons. Il n'est pas forcé à l'exil évidemment, mais il décide de partir à la fin de l'ère Menem, je crois, hein, si je ne me trompe pas, ou pendant l'ère Menem, pour le Venezuela, où il a un poste de directeur d'une revue qui s'appelle Nueva Sociedad. Et puis là, depuis une quinzaine d'années à peu près, il vit à New York. Donc il enseigne à l'université de New York. Il continue à publier depuis longtemps en Argentine, mais plus seulement. Il publie aussi dans des maisons d'édition espagnoles. Il se fait traduire en anglais. Donc il a un ancrage comme ça éditorial, géographique un peu périphérique en fait. Il n'est pas comme les autres auteurs de sa génération, Alan Pauls, Gebel, etc., très ancré dans Buenos Aires. Lui, il en est parti depuis longtemps, ce qui fait que je pense sa réception est un peu plus discrète. Mais bon, il est quand même assez reconnu. Il a écrit beaucoup d'essais aussi sur la littérature argentine. Donc il est connu en fait beaucoup comme essayiste, peut-être plus que comme romancier.
Alors, tu voulais aborder tout à l'heure le sujet, faisons-le maintenant. Tu as dit, ben, c'est particulier de travailler sur des auteurs qui continuent à écrire. Donc, est-ce que tu as continué à le lire? Bon, ça, c'est une question rhétorique. Et les choses qu'il a écrites ultérieurement, est-ce elles sont allées dans le sens de ce que tu démontrais, ou est-ce que, ben, il y a certains endroits, tu te rends compte que tu t'étais trompé, ou qu'il faut prendre de la distance par rapport à des hypothèses que tu avais pu formuler? Oui, alors c'est vrai que c'est particulier de travailler sur un auteur qui continue d'écrire. Je l'avais pris en compte évidemment dès le début, et puis j'avais en début de thèse décidé d'arrêter à un point X le recueil, enfin le corpus, pardon. Et puis en fait, c'est plus au cours de ma thèse que lui, il a continué à publier beaucoup. Ça s'est un peu calmé depuis. Mais donc, pendant ma thèse, j'ai intégré quelques textes de plus, qui étaient plutôt des textes courts, hein. Il a publié un recueil de nouvelles, donc c'était pas des choses massives qui remettaient complètement en cause, de façon un peu plombante comme ça, mon travail. Mais je les ai intégrés petit à petit, ça a plutôt confirmé en fait mes hypothèses de départ, puisque j'y voyais la réapparition de certains motifs que j'avais un peu analysés dans les œuvres du début. Euh, donc, euh, donc ça a plutôt encouragé ma lecture. Euh, et puis aussi, le fait qu'il soit toujours vivant, toujours actif en tant qu'écrivain, ça m'a permis de le rencontrer, puisqu'en fait, il est venu à Paris, alors je crois que c'était en 2015 ou 16, je ne sais plus exactement. Il est venu à Paris pour participer à une journée d'études, enfin un colloque qui se tenait à la Maison de l'Argentine et à l'Université de Paris-Est, où j'ai pu mener un entretien public avec lui. Et puis je l'avais rencontré aussi à un autre moment en privé, en fait, dans un café, pour lui poser quelques questions, mener un petit entretien un peu informel que j'ai pu joindre à ma thèse. Donc c'était plutôt un aspect agréable et positif de pouvoir l'interviewer. Et puis ça m'a appris aussi qu'en fait l'entretien direct avec un écrivain sur lequel on travaille, ça a ses limites, puisque en fait c'est assez drôle et troublant en même temps au moment où ça se pose, mais on s'aperçoit que l'écrivain, des fois, n'a pas la réponse à des questions qui nous taraudent depuis le début. Mais pourquoi est-ce que tu décris cette espèce de double, ou alors ce spectre-là à la page temps? Pourquoi est-ce qu'il a une figure comme ça? Ou alors pourquoi il s'appelle S ou M? Enfin, et puis Chaifek me disait, bon ben là, j'ai pas vraiment la réponse à ta question. Donc tout n'est pas non plus surchargé d'intention de la part des auteurs. Donc ça m'a fait me rendre compte que en tant que thésard, en tant qu'étudiant en littérature, ou en tant que chercheur en littérature, de toute façon, on a tendance peut-être parfois à surcharger de sens, euh, ou en tout cas à associer ce sens à forcément une volonté autoriale, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, Ça m'a pas pour autant freiné, puisque je me suis dit, bah, en fait, en tant que chercheur, j'aime aussi mon indépendance vis-à-vis du sens, hein. Donc, le sens, il est solide parce que ce motif-là, par exemple, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je peux asseoir une espèce d'hypothèse par la cohérence de ce que je lis. Enfin, c'est pas parce que Chaifek m'a dit, bah, j'y prête pas plus de sens que ça n'en a pas. Donc, donc ça m'a permis aussi, bizarrement, en fait, paradoxalement, de me détacher un peu de cette figure de l'auteur, Du le fait spectre de d'avoir l'auteur? du spectre, ouais, de la statue du commandeur qui plane au-dessus des thésards de littérature. Ouais. Et puis par ailleurs, il était très accessible, en fait, très sympa. C'était le premier surpris, je pense, à savoir que quelqu'un faisait une thèse sur lui. Lui, je pense, n'avait pas forcément la conception de ses écrits comme une œuvre avec une majuscule. Donc il était à la fois euh, flatté et puis en même temps surpris, un peu déstabilisé par les questions que je lui posais des fois. Hmm. Voilà. Bon, alors, à part le rôle qu'a joué Graciela Vigianova, ta directrice, sur laquelle tu pourras revenir, enfin, sur le rôle de laquelle tu pourras revenir, est-ce qu'il y a d'autres personnes
qui ont joué un rôle important dans cette thèse? Euh, oui, ben déjà, j'en ai déjà parlé, mais Michel Lafon, qui était mon premier directeur de thèse, a joué un rôle fondamental de départ, puisque c'est lui qui m'a un peu permis de me lancer sur ce jeu de piste là dans Buenos Aires, qui m'a parlé de cette génération Babel, etc. Donc il m'a un peu lancé sur cette première piste. Et puis c'est lui qui m'a aussi beaucoup encouragé à la fin de mon Master 2 à prolonger mon travail de recherche en thèse, à un moment où je me demandais moi-même si j'allais faire une thèse ou si j'allais faire autre chose. Donc il a eu un rôle ouais, il m'a beaucoup encouragé. Et puis, hormis ben, les personnes qui m'ont relu, qui faisaient partie de mon jury, comme toi, Caroline, mais aussi Sergio Delgado, Eric Fisbach, Alejandra Laera, qui m'a relu depuis l'Argentine, qui est venue même à ma soutenance depuis l'Argentine, euh, et qui d'autre, j'espère oublier personne. Euh, et puis Julio Premat aussi, voilà, c'est le dernier que j'oubliais, qui était aussi rapporteur. Hormis cela, je dirais que c'est plutôt des auteurs, enfin des lectures en fait critiques en cours de thèse qui m'ont aidé. Euh, Pas seulement des auteurs d'ailleurs critiques forcément reconnus, mais des thèses. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur les thèses des autres. D'ailleurs, j'ai toujours d'ailleurs dans mes tiroirs, enfin dans mes fichiers, un dossier qui s'appelle Les thèses des autres, que je consultais beaucoup pendant que j'écrivais ma thèse à moi, pour aller voir comment un tel ou une telle se débrouillait avec les titres de chapitres. Ça pouvait être des questions très, très, très formelles comme ça, mais ou alors plus des questions de comment aborder la question de la post-mémoire en littérature, ou la question de la disparition, des choses comme ça. Donc il y a une thèse, en tout cas je me souviens, à laquelle je revenais beaucoup, qui n'est pas une thèse d'hispaniste, qui est une thèse de comparatiste d'une dame qui s'appelle Anne Bourse, qui a travaillé sur la mémoire en littérature contemporaine, et un petit peu sur Piglia, donc c'est par ce biais-là que je l'avais découverte, qui était une très belle thèse, un peu atypique dans sa forme, et qui, moi, m'a beaucoup plu, et à laquelle je suis beaucoup revenu pour... voilà, j'y puisais des choses, des façons de nommer des titres, ça pouvait être des choses très ponctuelles comme ça. Euh, Qui je pourrais citer d'autres? Bah, cette enseignante de la UBA aussi, Marcela Croce, qui m'a fait découvrir beaucoup de textes de littérature contemporaine, et qui avait des cours absolument passionnants sur la littérature latino-américaine de façon générale, mais argentine en particulier, qui m'avait fait découvrir Balombisa, le genre du grotesco criollo. Et puis, je pense que j'ai beaucoup compté aussi sur mes amis qui étaient en thèse à l'époque. Ça m'a été vraiment nécessaire que de partager cette routine, cette discipline du thésard avec eux, avec elles. En l'occurrence, c'était plutôt des amies filles qui travaillaient aussi sur leur thèse à l'époque, donc Anne Garcia, Paula Klein, entre autres, avec qui bah, j'allais à la bibliothèque, on partageait nos doutes, nos façons de travailler, notre rythme de rédaction quotidien. Ah, toi, t'as écrit une page, moi j'en suis à 3 lignes. Des choses aussi bêtes que ça, mais qui font du bien en fait, qui méritent d'être partagées en permanence, parce que quand on est surtout dans le tunnel de la rédaction, pour l'appeler comme ça, on a besoin d'être épaulé et d'avoir une routine qui ne soit pas uniquement solitaire. Enfin, c'est très solitaire le travail de la thèse, mais il ne faut pas que ça le soit tout le temps. En tout cas, moi, ça m'a été nécessaire d'échanger régulièrement avec elle sur tout et n'importe quoi. On s'est échangé des références bibliographiques, des conseils de lecture, et puis des choses très pratiques pour la rédaction, euh, des, des- des astuces pour Word. Enfin, ça allait dans tous les sens, quoi. Mais voilà, donc éloge de l'amitié aussi pour la thèse, parce que vraiment, ça me semble absolument nécessaire.
Bon, alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, à part avec Word, qui seraient liées à ton sujet ou de manière plus générale, et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Oui, alors, ben, outre les difficultés qui sont partagées par tous, je pense, de la discipline que ça implique, de se remettre chaque jour ou presque à la rédaction, à la lecture d'un travail de longue haleine comme ça, qui exige quand même voilà, une certaine autodiscipline, une routine presque monacale parfois. Je dirais que bah, il y avait cette difficulté quand même d'un auteur ultra contemporain dont j'ai parlé, hein, dont la carrière littéraire est en cours, donc il fallait savoir où je m'arrêtais, pas seulement en termes de corpus, où j'arrêtais le corpus, mais où je m'arrêtais aussi dans les lectures critiques et journalistiques, puisque on parlait de la réception tout à l'heure, il y a quand même une flopée d'articles, de journaux, de chroniques, de critiques de la presse sur ses œuvres, etc. Qu'est-ce que je fais de ce matériau journalistique-là, un peu massif? Et puis, qu'est-ce que je fais aussi des propres discours de Chaïfek sur son œuvre, qui ont été publiés un peu dans tous les sens, dans des entretiens, etc. À quelle place je donne à ce discours critique de l'auteur sur lui-même? Et puis, une des difficultés aussi que j'ai ressenties à un moment, c'était maintenir le goût du sujet. Après un long moment quand même passé sur un même auteur, sur les mêmes livres, je pense qu'il y a la menace de la lassitude qui plane, qui peut planer. Hem Et donc moi, le recours, je pense, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire tendre un peu ma thèse vers presque une thèse de littérature comparée, même si ça l'était pas vraiment, mais disons que j'ai beaucoup puisé dans d'autres auteurs, hispaniques ou non d'ailleurs, pour m'aérer un peu aussi. Je pense que ça avait du sens pour étudier Cheikh, puisque c'est un auteur qui est à la croisée du nouveau roman français, il a beaucoup lu des Peter Handke ou Sebald, des auteurs allemands. Enfin, ses influences vont un peu dans tous les sens. Donc, il fallait de toute façon que je lise ces auteurs-là, dont il revendique l'influence tout le temps. Mais ça a été aussi une façon pour moi de réinjecter un peu d'oxygène dans ma thèse, puisque j'ai un goût pour d'autres littératures aussi. Donc, j'ai presque tendu vers la littérature comparée. Donc un conseil peut-être que je donnerais pour des gens qui veulent se lancer dans une thèse et pour éviter cette menace de la lassitude pour maintenir le goût du sujet, ce serait justement de faire attention à bien choisir un sujet qui ne soit pas trop resserré, justement. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, trouver un équilibre assez subtil entre un sujet ni trop vaste, ni trop restreint. C'est-à-dire que il faut quand même, en tout cas pour une thèse de littérature, à mon sens, maintenir des analyses minutieuses, un peu à la loupe des micro-lectures. Moi, je suis très partisan de ça, de l'étude, oui, à la loupe de certains textes, vraiment à l'échelle du texte. Et malgré tout, je pense que c'est bien quand même d'avoir un sujet qui puisse mener à des interrogations plus vastes, des montées en généralité. Pourquoi pas un sujet de littérature qui interroge des questions sociales, politiques. Enfin, Mmh. c'était un peu mon regret a posteriori d'avoir vraiment choisi un sujet très 100% littéraire et qui aborde des questions politiques de façon très très oblique, très Mmh. biaisée, très lointaine parfois. Je me suis dit, ah, j'aurais pu choisir quelque chose de peut-être plus politique, en fait, tout simplement. Ouais. Ou alors partir sur une thèse plus comparatiste, en fait, avec plusieurs auteurs. Alors, si tu devais faire une deuxième thèse, alors tu la ferais sur quoi? Ta thèse idéale? Difficile de répondre, mais je pense que ce serait peut-être sur des questions peut-être euh, de représentation de sujets politiques, enfin représentation des genres ou des choses comme ça, euh, et sur plusieurs auteurs. C'est sûr que je choisirais plusieurs auteurs, pas forcément tous de la même génération littéraire, mais je tendrais vers une espèce de démarche beaucoup plus comparatiste. C'est ça qui m'intéresse.
Donc ça pourrait être quelque chose sur, je sais pas, la mémoire des disparus ou des choses assez classiques, mais oui, je pense que je m'orienterais vers un sujet peut-être plus politique et en tout cas plus comparatiste. Bon, alors ça tombe bien parce que figure-toi qu'à l'université, il y a le moyen de faire une deuxième thèse. Ça s'appelle une habilitation à diriger des recherches. Oui, Donc, oui, oui. tu as cet espoir de pouvoir faire le sujet que tu voulais vraiment. Alors, venons-en à la soutenance. Donc, tout à l'heure, tu as donné les noms de des professeurs qui composaient ton jury. Mais alors maintenant, je voudrais savoir quels souvenirs tu en conserves de cette soutenance. La soutenance, c'est un moment où on est quand même assez stressé de façon générale, puisqu'on se dit qu'en fait tout ce travail de 3, 4, 5, plus années, enfin en tout cas on a l'impression que tout ce travail se résume, se joue dans les 3 heures qui arrivent, ce qui est un peu terrifiant comme perspective quand même, cette condensation temporelle absolue là. En fait, bon, si on s'aperçoit que, si on réfléchit un peu, si on nous a laissé aller jusqu'à la soutenance, c'est qu'a priori, bon, tout ne va pas non plus, enfin, être sacrifié. Donc c'est un moment où on est quand même assez anxieux. Enfin, moi, j'étais assez anxieux et en même temps heureux puisque d'une part, c'est un peu un moment où le milieu académique auquel on appartient et le milieu, enfin, nos sociabilités plus intimes, plus personnelles se réunissent. Donc il y a un peu une conjonction des deux mondes, là, nos collègues chercheurs et nos amis, parents, famille, etc. se rencontrent. Donc c'est assez beau comme moment, ça. Et puis c'est un moment aussi où on sort un peu de la solitude de la thèse, où on a enfin l'occasion de, même si il faut quand même essayer de l'avoir fait auparavant, mais d'échanger plus directement, plus oralement avec des gens qui nous ont lus attentivement, lus et relus, sur lesquels on va pouvoir discuter de choses très précises et très profondes. Donc il y a comme ça une ouverture de notre travail au dialogue qui est très agréable. Bon, dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail de thèse? Je dirais que ça m'a formé déjà à une discipline de travail, hein. Je pense que mine de rien, ça entraîne et ça muscle un peu à la lecture rapide, efficace, notamment de la lecture d'œuvres critiques, hein. Je pense déjà on se constitue une bonne bibliographie critique, donc ça permet de stocker dans notre tête des références critiques qui nous aident par la suite. Ça nous fait un bagage en fait critique important qui, moi en tant que chercheur en tout cas, m'aide beaucoup plus à me repérer dans les enjeux littéraires, etc., dans l'histoire littéraire elle-même. Donc je pense qu'en tant que chercheur, ouais, ça consolide notre bagage. Et puis ouais, en tant qu'enseignant et chercheur, ça permet une discipline de travail. Je pense que ça m'a permis aussi de savoir, d'une certaine manière, de savoir parler des textes à différents publics aussi, puisqu'on est amené sans cesse à formuler en fait nos hypothèses de travail, notre thèse, notre sujet de thèse à différentes personnes dans différents cadres, des journées d'études, des colloques, mais aussi à des gens qui n'y connaissent rien. Donc on s'habitue comme ça à s'adapter à des publics différents. Et ça, en tant qu'enseignant, je pense que ça m'a apporté, il faut savoir pouvoir parler des textes à différents niveaux d'étudiants, des étudiants de première année qui n'ont jamais entendu parler de tel ou tel auteur, ou des étudiants de master, doctorat, avec qui on peut pousser l'analyse plus loin, mais en tout cas, savoir s'adapter au public. Je pense que ça m'a permis ça aussi. Ça t'est arrivé de travailler sur Cheshire avec tes étudiants ou pas? Pas encore, non, ça m'est pas arrivé puisque, mine de rien, c'est pas un auteur si évident à faire passer en cours, même si j'y pense, hein, des fois je me dis, quand même ce texte-là, on pourrait l'étudier et cetera.
Non, je suis plutôt parti sur des choses plus classiques pour le moment, en cours de littérature. Mais je ne désespère pas, hein. Je pense qu'à un moment, j'arriverai à le refaire sortir de mes cartons, ce bon vieux Chaifek. Bon. Alors justement, est-ce que tu l'as relu ta thèse? Alors, je l'ai relu par bribes. J'en ai repris des choses pour des travaux postérieurs, pour des articles, des choses comme ça. Donc, j'ai été amené à m'y replonger à plusieurs reprises, mais plutôt dans les 2 années qui ont suivi. Donc là, ça fait un moment. J'en ai retravaillé des bouts. Et puis, je m'aperçois il y a des parties que je n'ai pas relues depuis très très longtemps. Donc c'est assez inégal en fait. Donc pour l'instant, tu n'as pas eu si tu as relu dans la continuité de l'écriture, tu n'as pas eu encore le choc de découvrir le chercheur que tu étais, le jeune chercheur que tu étais, avec ses fulgurances et puis ses limites. Tu n'as pas encore vécu ça. Un petit peu par moment, oui, oui. Il y a cet étrange effet de ne pas reconnaître sa propre écriture et de se dire mais qui a écrit ça à ma place? C'est ton double. Ouais, c'est ça. Bon, alors tu en as déjà pas mal parlé, hein. Tu as dit il faut avoir un bon cercle d'amis, il faut avoir un sujet qui soit pas trop vaste, mais pas trop resserré non plus. Arriver à maintenir le feu de la passion dévorante pour son sujet, son auteur. Est-ce que tu vois d'autres conseils à donner à de jeunes doctorants? Euh, D'autres conseils, oui, je pense que c'est important d'être capable de réorienter son sujet, peut-être, ne pas rester trop enferré, accroché à son idée de départ, savoir faire évoluer ses hypothèses, ses orientations de lecture, etc. Pouvoir réorganiser son plan aussi en fonction de l'avancement des recherches, et de la réflexion. Donc, je dirais une souplesse, peut-être au fur et à mesure du travail. Euh, et puis, je dirais aussi, ça me semble important de trouver un sujet qui puisse peut-être s'intégrer dans des tendances de recherche actuelles. Mine de rien, je pense que là, c'est un point un peu de stratégie, disons, mais qui a du sens. Trouver un sujet qui puisse s'intégrer dans des tendances de recherche, je sais pas, études féministes, postcoloniales, des choses dont on entend parler actuellement déjà depuis un moment, mais qui sont par ailleurs passionnantes. Donc c'est pas l'idée de trouver un sujet forcément à la mode, hein, c'est pas ça, mais ne pas forcément se réfugier dans un sujet 100% poétique, comme moi je l'ai fait un petit peu, même si j'ai tendu sur la fin, même si j'ai essayé de réinjecter du politique dans ma thèse. Pas un sujet 100% poétique, mais qui touche aussi à des questions politiques, sociales. Donc, il y a une question très stratégique aussi dans le moment où on construit son sujet de thèse. Je pense que c'est important d'avoir un peu des antennes comme ça du champ académique dans lequel on est et voir dans quoi on peut s'inscrire et quelle contribution on peut y apporter. Oui, c'est un bon conseil, je pense. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? Alors, la première phrase de mon introduction, c'était: dans le champ des lettres argentines actuelles, peu d'œuvres déroutent autant que celle de Sergio Tcheïfek. Point. Donc, point, ouais. Et après, j'explique un peu pourquoi ça déroute. Euh, et cette première phrase était suivie donc d'une phrase qui creusait un peu cette idée de la déroute, enfin de la déroute, de la désorientation plutôt. La deuxième phrase était: son univers romanesque, peuplé de marcheurs et de vagabonds en tout genre, semble agencé de telle sorte qu'il dérègle sans cesse la boussole du lecteur. Donc je voulais vraiment partir de l'idée de la défamiliarisation qu'on ressent, enfin de l'étrangeté, hein, pour le coup, on était de plein pied dans l'étrangeté, ressentie par le lecteur, donc vraiment un premier degré d'étrangeté, celle du lecteur face aux textes de Tcheïfek, qui sont plutôt atypiques formellement, mais aussi sur ce qui s'y passe, sur les événements, le contenu.
Donc j'avais vraiment pris le parti dans le début de cette introduction de démarrer sur oui, l'étrangeté ressentie par le lecteur, vraiment la défamiliarisation dont je reparle ensuite. Ce qui t'avait amené vers cet auteur. Et alors ces derniers temps, puisqu'on a bien compris que toi, pour retenir ton attention de lecteur, il faut te dérouter, te défamiliariser, te secouer dans tous les sens et enlever la pesanteur, est-ce que tu as découvert d'autres auteurs qui t'ont produit le même effet récemment? Hmm. Alors j'ai découvert des auteurs qui m'intéressent beaucoup, mais je suis moins dans des lectures très atypiques comme celle de Chayfak, très étrange. Même si quand même il y a un lien, mais je suis en train de lire, enfin, de travailler sur Gabriela Cabezón Cámara, qui a aussi un travail stylistique très particulier. Elle produit des objets assez étranges, elle aussi, des objets littéraires. Et pour le coup, on est vraiment dans des questions plus de représentation du genre, des sujets politiques. Je tends vers des choses plus représentation sociale et politique. Tu ramènes la littérature vers le monde. C'est amusant parce que la boucle est bouclée en fait par rapport à ta première aspiration de sujet de thèse. Oui, ouais, c'est vrai. Mm. Bon, ben merci beaucoup Benoît pour cet entretien et globalement pour avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci.